In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil sight beware my power. green lantern Listen. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les Inxéos et on continue notre exploration sur le volume 5 d'Aquaman, toujours la troisième série, 94-2001. On a déjà parlé de toute la partie Peter David. On a également mentionné la période transitoire scénarisée par Dan Abnett en 3 épisodes, qui avait d'ailleurs conservé le même dessinateur principal que la série précédente, Jim Calafiore, ce qui fait que quand on passe de Peter David à Dan Abnett, scénaristiquement on prend une calotte, ça je ne vais pas vous dire le contraire, hein. Mais étant donné que c'est le même dessinateur et le même coloriste qui reviennent, la transition se fait quand même en douceur, ok. Et donc Dan Abnett, pendant ces 3 épisodes, il va se permettre de conclure des choses qui pour moi n'auraient pas dû être conclues de manière aussi abrupte et aussi rapide, hein. Il va les bâcler littéralement, notamment l'arc Koryak. Et il va surtout essayer de préparer le terrain, de faire place nette en fait pour l'équipe artistique qui va lui succéder, à savoir Erik Larsen et Eric Battle, qui arrivent dès l'épisode 50. Et ils vont travailler sur la série jusqu'à l'épisode 62 inclus. Voilà. Donc on est en 98 ou 99, on est en décembre 98, lorsque Erik Larsen prend les rênes. Et donc là on a non seulement un nouveau scénariste, mais en plus de ça, un nouveau dessinateur, et qui plus est avec un style beaucoup plus réaliste, et une colorisation un petit peu plus terne, un peu plus sombre. C'est-à-dire que là où les 2 dessinateurs principaux précédents, Jim Calafiore et Martin Egeland, étaient dans un style assez cartoon, beaucoup en caricature, avec des traits beaucoup exagérés, des couleurs explosives, éclatantes. Là, on est sur quelque chose de plus glacial, de plus froid, voilà, des couleurs beaucoup plus sombres, du vert, du noir, du bleu, voilà, les fonds marins, quoi. Donc pourquoi pas? C'est vrai que ça change complètement au niveau de la direction artistique. Donc là, tu as vraiment l'impression de partir sur une toute nouvelle histoire. Est-ce que c'est le cas? Erik Larsen, évidemment, il va réutiliser pas mal de fois le lore implanté par Peter David en 90 avec Atlantis Chronicles, parfois à outrance d'ailleurs. Donc il va quand même se baser sur ce qui a été fait avant lui, et tant mieux. Il va également proposer de nouvelles choses. Mais étant donné que Dan Abnett a conclu ce qui était encore en suspens, eh ben, ça permet à Erik Larsen de partir dans une nouvelle direction. À ce moment-là, Arthur est roi d'Atlantide, puisqu'il l'est depuis le run de Peter David, en fait. Et donc, il va être confronté à des nouvelles problématiques. Des problématiques comme l'immigration. Puisque dans le royaume d'Atlantide vont venir s'installer beaucoup d'autres peuplades issus des 7 mers, hein, voilà, qui vont décider de trouver refuge en Atlantide parce qu'évidemment le roi y est bienveillant et c'est un royaume prospère. On peut comprendre tout à fait pourquoi. Et forcément, il y a des Atlantes qui ne vont pas voir ça d'un très bon œil parce que les Atlantes sont des ultranationalistes à ce sujet. Erik Larsen prend une décision, c'est de réunir toutes les cités qui composaient le royaume d'Atlantide sous une seule et même bannière, à savoir l'Atlantide. C'est-à-dire que là où Peter David nous expliquait qu'Atlantide c'était avant tout un royaume composé de plusieurs civilisations, certaines encore actives comme Posédonis ou Tritonis, il y avait également d'autres cités qu'on appelait les cités perdues, hein, Basilia, Brasil, Tirnanaog pour le coup c'est une cité encore active, mais voilà, il y avait plusieurs cités parce qu'Atlantide c'était un royaume, il n'y avait pas de ville qui s'appelait Atlantide, c'était le nom du royaume. La cité principale dans laquelle tout se passait, c'était Poséidonis, et ça l'est depuis Atlantis Chronicles. Et là, il décide de baptiser Poséidonis Atlantis. C'est-à-dire qu'il va tout regrouper sous le même nom. Alors évidemment, c'est Erik Larsen qui prend cette décision, et c'est Aquaman, en tant que roi d'Atlantide, qui l'annonce au peuple. L'idée, c'est d'aller chercher un nouveau lectorat, des gens qui n'auraient pas forcément bouffé les 49 épisodes précédents, on est d'accord. Donc pourquoi pas, ça permet d'épurer un petit peu l'or et de repartir sur des bases un peu plus lisibles, un peu plus limpides, avec donc juste Atlantide. Pourquoi pas? Le problème, c'est que Larsen occulte complètement les autres cités dont je vous ai parlé. Tirnanaog n'existe plus, Tritonis n'existe plus, en tout cas il en fait plus mention, donc c'est comme s'il les avait balayés d'un revers de main littéralement, et ça c'est un petit peu craché à la gueule de ce qui a été fait par Peter David jusque-là, et ça me dérange. Ça me dérange. Je suis pas contre une réunification du royaume,
Par contre, n'oublie pas de dire qu'il y a d'autres cités, et c'est ce que fait Larsen. Il oublie jusqu'à Tritonis, qui pourtant est une cité extrêmement importante. Bon. Et là où ça me dérange, c'est qu'il va faire intervenir de nouvelles peuplades, comme par exemple ici les Lurkers, menés par Noble. Alors qu'il y avait encore beaucoup de choses à raconter sur la rivalité fraternelle qui dure depuis des millénaires entre les Poséidoniens et les Tritoniens. Tu vois, il y a des choses qui ne sont pas bouclées complètement et puis tu te permets de rajouter des nouvelles, c'est dommage, c'est dommage. Il y a un triangle amoureux qui va également être instauré entre Noble, Arthur et Mera. L'idée du triangle amoureux, je suis complètement pour, généralement, parce que ça permet de rajouter de l'enjeu personnel à une histoire de super-héros extrêmement basique dans laquelle les gentils affrontent les vilains. Là, ça permet de rajouter un petit peu d'émotion, un petit peu de dramatique, le fait de rajouter une histoire d'amour en plein milieu. Et puis du suspense, parce que tu sais pas comment ça va se terminer. Voilà. Le truc, c'est que le triangle amoureux a déjà été fait par Peter David. Alors, pas avec les mêmes personnages, certes, mais ça a quand même déjà été fait. C'était prédominant dans l'intrigue précédente, dans le run précédent. Ce qui fait que là, il y a un petit côté un peu réchauffé, déjà vu avec ce triangle amoureux. Et forcément, c'est moins impactant que si ça avait été la première fois qu'on nous proposait l'idée. Évidemment, nouveau costume. Alors, je ne sais pas si c'était une tentative ratée de la part d'Eric Larsen d'imposer un nouveau costume au personnage. C'est pas beau. Vraiment pas beau. C'est quoi ce truc de gymnaste là? Et puis alors le diadème là, qui ressemble plus à un serre-tête qu'autre chose. Véronique et Davina, quoi, si tu veux. Non, non, ça passe pas du tout. Ça va vraiment, vraiment pas. Et très vite, il revient à la cuirasse de fer qu'avait choisi Arthur dans le run de Peter David. Et c'est pas plus mal. Parce que franchement, là, le truc à la Starfire avec le gros décolleté, non, je suis pas du tout pour, quoi. C'est ridicule, sans déconner. Et puis, autre modification apportée au personnage, c'est que son harpon, là, il va être complètement modifié au cours du run pour devenir quelque chose un peu, je sais pas, il va pouvoir tout faire avec, en fait. Il va pouvoir lui donner la forme qu'il a envie. Et ça, j'ai du mal avec ça. À la base, le harpon que se fait greffer Aquaman au tout début du run de Peter David, c'est donc conçu par un ingénieur de Star Labs. Et c'est un harpon, comme vous pouvez le constater ici, qui est doré et qui est rétractable, en fait. Il peut carrément le rentrer, il peut le sortir, il peut le faire tourbillonner sur lui-même. D'ailleurs, ça lui permet de perforer des fois la roche en dessous d'Atlantide dans une histoire. Donc il peut faire pas mal de choses, il peut aussi le déployer un peu comme Spider-Man déploie ses liades, vous savez, pour se balader de bâtiment en bâtiment, il peut carrément le déployer pour s'accrocher à plusieurs centaines de mètres devant lui, c'est super stylé, mais c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Alors que là, vraiment, il peut faire ce qu'il veut avec son... En fait, c'est une nouvelle main cybernétique qui va remplacer son harpon, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Se modeler une main, donc au final, ça ne sert plus à rien d'avoir une main cybernétique si c'est pour te modeler une main, frangin, ça ne sert absolument à rien, enfin bref. Refaire un harpon et pouvoir faire des épées, je suis pas du tout fan de cette idée. C'est vraiment le foutage de gueule ultime, je trouve. Tu vois, c'est... Parce qu'une fois de plus, c'est quoi la limite à ce truc? Ça va être quoi la limite? Qu'est-ce qui va être capable? En fait, c'est ce qui m'énerve avec les machins comme ça, c'est que quand le personnage est au bord du gouffre ou au dos du mur, il peut te sortir un truc de son fion que tu n'aurais pas imaginé parce qu'il peut tout faire. Et ça, non, ça, je suis pas pour. Moi, j'aime bien quand il y a des règles qui encadrent en fait des situations et des super pouvoirs ou des capacités. J'aime bien quand tout ça est réglé, quand tout ça est défini et qu'on ne se permet pas de changer les règles en cours de route. Et le problème d'une main cybernétique que tu peux modeler à ton bon vouloir, ça modifie les règles quand tu veux. Donc ça, c'est un souci. Il fait évoluer le personnage d'Aqualad toujours un peu plus, et ça, c'est très cool. Voilà, c'est-à-dire qu'Aqualad va rencontrer quelqu'un, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il va rencontrer quelqu'un, il va se marier, voilà, et petit à petit, il va construire sa vie d'adulte. Et ça, c'est très bien d'avoir vraiment un développement de personnage comme ça sur le long terme. Et puis, ça va donner lieu à un mariage, un mariage entre Garth et un personnage que je ne vous spoilerai pas, parce que si je vous révélais l'identité de la femme de Garth, je vous spoilerais une bonne partie du run de David, et donc ce n'est pas le but. Mais voilà, il va y avoir un mariage entre Garth et quelqu'un. Et c'était une bonne idée, le mariage. J'aurais aimé voir un mariage qui a de la gueule. Tu vois, sous la flotte, tu peux imaginer plein de trucs pour la cérémonie, pour
le passage devant l'hôtel, pour la soirée. Un mariage, écris un mariage, quoi. Ça permet de souffler entre deux épisodes d'action. Eh ben non, il en fait pas grand-chose de ce mariage malheureusement. Alors ça va permettre à Garth de retrouver le temps d'un soir ses potes des Teen Titans, parce que Garth ça fait partie des Teen Titans, vous le savez. Donc c'est toujours cool de voir Dick Grayson, Starfire, enfin tous les Teen Titans qui viennent rendre visite à Garth pour son mariage, mais le mariage en lui-même, il est absolument pas raconté là-dedans, quoi. On ne voit rien du mariage. C'est bâclé et ça m'emmerde. Moi j'aime bien quand on me raconte les choses à fond, tu vois. Exemple, George Perez et Mark Wolfman qui racontent parfaitement le mariage de Donna Troy et de Justin, je ne sais plus son nom de famille, dans les Teen Titans. Il y a un épisode entièrement consacré au mariage. La préparation, la cérémonie en elle-même, la soirée. Sous la flotte, ça aurait pu être cool, on voit rien. Larsen va tenter à plusieurs reprises de créer de nouveaux super vilains, donc c'est pas mal parce qu'il va essayer d'étoffer un petit peu le roster d'Aquaman qui est assez pauvre en termes de super vilains, donc pourquoi pas. Le problème c'est que ça, une fois de plus, ça va jamais au fond des choses, ça va jamais au bout, parce que, tu vois, je prends l'exemple du Kingfish, l'idée du super vilain était très cool, on nous le tease pendant pas mal d'épisodes avant son arrivée, donc tu comprends que ça va être le plus gros super vilain, ou en tout cas le deuxième plus gros super vilain du run, donc tu en attends beaucoup de ce Kingfish, qui est très mystérieux au départ, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on sait juste qu'il est extrêmement violent, extrêmement brutal, c'est ce qu'on a envie de voir, bordel, hein. Et lorsqu'il intervient vraiment, le Kingfish, eh ben, il est très très vite géré, quoi. Il est très très vite géré, son plan est très vite anéanti, et ça devient un prisonnier assez rapidement, quoi. En 2 coups de cuillère à peau, la menace est éradiquée. Ça, c'est un pétard mouillé, le bordel. C'est un gros pétard, hein, c'est un Bison 5, mais qui explose au fond d'un lac. Donc ça donne pas grand-chose de percutant et d'éblouissant. Dommage, première tentative ratée. La deuxième tentative de ramener en tout cas un super vilain iconique du run de Peter David, pour le coup, un peu plus réussi, parce que là, vraiment, on a un super vilain qui fait du sale, qui fait vraiment des choses de salopard, quoi. Mais ce qu'il en fait à la toute fin de ce super vilain, ça frise le ridicule. Ça frise le ridicule, notamment dans l'épisode 61 ou 62. Le tout dernier épisode que scénarise Larsen, c'est très clairement l'épisode dans lequel il prépare le terrain à Dan Jurgens qui va prendre la suite. Et là, c'est un foutage de gueule pur et dur, cet épisode. C'est un foutage de gueule pur et dur parce qu'en fait, c'est Erik Larsen qui se force à rentrer dans le rang et à tout remettre d'aplomb. Il arrive quelque chose assez important à Aquaman au niveau de ses super pouvoirs dans son run. Et ça, c'est expédié et tout revient dans l'ordre, en fait, dans cet épisode final de Larsen. Parce que, évidemment, il faut faire place nette à Dan Jurgens, mais c'est forcé et c'est très très mal fait. C'est vraiment maladroit, quoi. Bref, voilà, il y a des clins d'œil aussi à l'antériorité qui sont assez sympathiques. Je pense notamment aux Fire Trolls. Les Fire Trolls, c'est la première menace qu'affrontent Aqualad et Aquaman dans leur série de 1962. Dans le premier épisode d'Aquaman en 1962, eh ben, ils affrontent les Fire Trolls. Donc ils les réutilisent, il n'en fait pas grand-chose, mais bon, c'est pour le clin d'œil, pourquoi pas. Erik Larsen, ça va jamais au fond des choses. Ça me rappelle un petit peu l'écriture de Dan Abnett plus récemment avec Rebirth. Les idées parfois sont très très bonnes, comme de confronter le roi Arthur face à des problèmes d'immigration. Une fois de plus, c'est assez caricatural la manière dont c'est traité, quoi. Les Atlantes sont des racistes qui supportent pas qu'il y ait des gens qui viennent squatter leur territoire. Et puis, on fait monter la tension pour nous teaser une guerre civile à venir. Et en fait, lorsque la guerre civile arrive, c'est 3 rixes au fond d'une rue, quoi. C'est dommage, parce que moi, je voudrais voir Arthur confronté à une guerre civile, mais une vraie guerre civile avec des impacts culturels, des impacts politiques et sociaux. Et là, il n'y a rien de tout ça, quoi. C'est juste 3 connards qui se foutent une branlée au fond d'une ruelle. C'est nul, quoi. C'est nul. Allez au fond des trucs, bordel. Allez au fond des trucs. Aquaman, il a jamais eu l'occasion de faire ses preuves en tant que roi. C'est quand même malheureux. À chaque fois qu'il a une stature politique de roi, eh ben, il est toujours accaparé par ses obligations au sein de la Justice League, ou ses obligations naturelles en tant que sauveur des océans, je vais dire ça comme ça. Et du coup, il est jamais sur son putain de trône en train de prendre des décisions politiques. Vous me direz, c'est normal, c'est le personnage qui veut ça, parce que du coup, c'est bien ce qui nous montre qu'il n'est pas fait pour être roi, etc. Mais moi, je voudrais un jour qu'on le voit prendre des décisions en tant que roi, qu'on le voit faire un boulot de roi, quoi.
C'est un truc de fou, ça, on ne le verra jamais. Alors, il avait bien essayé de faire de le faire, Jeff Parker, dans son run après Geoff Jones avec les New 52, mais c'était de la merde. C'était de la merde absolue. Et puis, il y a un autre truc qui m'emmerde chez Erik Larsen, c'est cette volonté constante de bâtir sur des... Je vais pas dire des ruines, parce que des ruines, ça sonne assez péjoratif. De bâtir sur des bases antérieures à son travail, à savoir Atlantis Chronicles, mais il ne peut pas s'empêcher d'aller déterrer les morts. Il ne peut pas s'empêcher de désacraliser Atlantis Chronicles en déterrant des gens, en ramenant des gens sur le tapis, des gens qui n'ont plus rien à foutre là. Des gens qui sont morts il y a 4000 ans, gros. Il te les ramène là et non, laissez les morts où ils sont, bordel. Vous pouvez construire sur les ruines, sur les vestiges, je préfère le terme vestige, quand même plus glorieux. Construire sur les vestiges d'une civilisation effacée, disparue, ancienne, antique, sans aller désacraliser et ouvrir les tombes. Désacraliser les cimetières et profaner les tombes. C'est insupportable de faire ça. Pas besoin que tu me ramènes le cadavre du roi Trévis pour m'expliquer, t'as vu, hein, c'est Trévis d'Atlantis Chronicles, hein, parce que oui, on est dans le même lore encore et toujours. Je l'ai compris qu'on est dans le même lore, gros. J'ai compris, t'as pas besoin de me ramener des morts. Je vais pas les voir, ces gens-là. Ils ont joué leur rôle dans Atlantis Chronicles, c'était parfait, ne touche plus à ça. Ne touche plus à ça. Et c'est pas le seul cadavre qui ramène, hein. Il y en a plein. Ah putain, c'est insupportable. Donc voilà les choses qui m'ont un petit peu chiffonné dans le run de Larsen. Bon allez, je suis assez péjoratif, dans l'ensemble c'était pas mal. C'était pas mal non plus, je veux dire, j'ai lu des choses tellement pires quoi. J'ai lu Kelly Sue DeConnick sur Aquaman. Kelly Sue DeConnick, c'est le vide absolu. Franchement, je vous le dis, hein, j'ai lu 2 trucs de Kelly Sue DeConnick. J'ai lu Wonder Woman Historia et sa partie Rebirth sur Aquaman. C'est le vide absolu à chaque fois. Elle a rien à raconter, la meuf. Si ce n'est balancer toujours ses petits pics contre les hommes, là, à droite à gauche, ça, voilà, son petit discours politique à 2 balles qui est toujours disséminé dans le fond, là. Mais c'est tout, en termes d'intrigue, elle a rien à dire, la meuf. Elle a rien à dire. C'est le vide intersidéral qui est sous déconique, de ce que j'ai lu d'elle. Peut-être qu'elle a fait un truc excellent, je sais pas trop, mais en tout cas, les 2 trucs que j'ai lu d'elle ne fait plus rien, meuf. Donc ouais, j'ai lu des trucs largement pires sur Aquaman. J'ai lu Jeff Parker, oh la vache. J'ai lu la 2e partie d'Adamnet. Catastrophe ambiante ce truc. Et Erik Larsen, c'est largement au-dessus de tout ça. Hein. Pour de vrai, c'est largement au-dessus de tout ça. Hein. Mais c'est vrai que passer après Peter David, c'est compliqué. Il y a aussi ça, c'est qu'il ne tient pas la comparaison avec ce qui a été fait par Peter David juste avant. Il passe juste après. Je ne suis pas déçu en soi parce que je ne m'attendais pas à voilà, lire un truc après Peter David, forcément, ça pouvait que redescendre. Donc c'est clairement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ça perde en qualité et c'est ce qui se passe. Mais c'est jamais complètement mauvais non plus, Erik Larsen. Bref, j'ai attaqué hier soir le run de Jurgens. J'ai lu les 2 premiers épisodes. Ça commence pas trop mal. Donc même si, une fois de plus, il y a le fil rouge, plus le réchauffer, parce que ça me rappelle l'histoire entre Homeland et Atlantide du run de Sean McLaughlin. Là. Cette idée d'une nation insulaire qui attaquerait Atlantide, c'est exactement ce qui se passe au début du run de McLaughlin. Et j'ai l'impression qu'on me met des frites McCain au micro-ondes. Là. Tu sais, quand t'as pas le temps de faire à bouffer le midi, tu fous des trucs qui sont déjà cuits au micro-ondes. Ça dépanne, mais c'est sans saveur. C'est pas très très bon, quoi. Mais après, dans la réal, c'est quand même pas dégueulasse pour l'instant ce que propose Dan Jurgens. C'est juste que son intrigue de base, là, elle pue à peine réchauffer. Voilà, bref. Allez, j'en ai trop dit. Merci à vous tous pour avoir suivi cette vidéo, les petits gars. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le principal. Désolé si je ne fais que du Aquaman en ce moment. Je suis désolé, je fais que de ça. Pour l'instant, personne ne me l'a reproché. Merci, vous êtes des anges. Parce qu'on aurait pu me le mettre dans la gueule. Tu nous saoules avec ton Aquaman. Vraiment, Oz, tu me casses les couilles avec ton Aquaman. Tu ne fais plus que ça. Où sont passés Batman? Où sont passés Superman? Je me suis fait un pari avec moi-même. Comme ça, je suis sûr de le gagner. Je me suis fait un pari avec moi-même, c'est de lire tout ce qu'il y a à lire sur Aquaman avant la fin de l'année. Avant le 31 décembre 2023.
l'idée c'est d'être à jour sur le personnage au 31 décembre 2023. Voilà pourquoi je rush et je bombarde en ce moment mes lectures Aquaman et que je délaisse un petit peu tout ce qui se fait autour, tout ce qui se fait à côté, je veux dire. Donc j'en suis navré. Voilà, et ça se ressent forcément dans les publications de mes vidéos parce que je ne parle plus que de ça. Mais voilà, je fais avant tout ce qui m'intéresse et ce qui me plaît. Et ça, vous le savez. Et je pense que c'est pour ça que vous me suivez encore. Bref, merci à vous tous, quoi qu'il arrive. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les petits gars. Meow.